Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. La conscience qui se cherche a donc besoin de passer par le bain de l'expérience pratique pour pouvoir se révéler à elle-même. Et comme nous l'avons vu, plus elle se redécouvre et se rapproche alors de son essence véritable, plus elle retrouve le respect d'elle-même, c'est-à-dire le respect de son inaltérable et inviolable sacralité. C'est alors qu'elle comprend que c'était uniquement l'altération et la limitation de la perception qu'elle avait d'elle-même qui avaient pu, jusqu'alors, créer en elle des failles par lesquelles s'engouffrait fatalement la disharmonie et la souffrance. Au sein de ce vaste jeu de rôles, et quelle qu'en soit la distribution, chacun est amené à accomplir tôt ou tard ce dévoilement, cette révélation. Chacun est amené à comprendre et à garder conscience qu'il est invariablement le joueur qui se projette au sein de la matière, et que de ce point de vue, il est donc en capacité de façonner la nature ainsi que le cours de son expérience, à son image originelle, pourvu qu'il parvienne à nouveau à cette salutaire hauteur de perception. Car c'est par la conscience retrouvée que l'on en arrive enfin à se désidentifier du rôle seul de la projection, c'est-à-dire de celui d'un personnage finalement déconnecté et esseulé, une sorte de marionnette désemparée ou d'éternelle victime qui, à force de continuellement subir l'instabilité d'un jeu qu'elle ne comprenait pas jusque-là, cherchait maladivement d'innombrables parades pour pouvoir en tirer tout de même de la rassurance ainsi que de la satisfaction, ce qui précisément la rendait épouvantablement fausse, calculatrice et contrôlante. Car sans la conscience, malheureusement, le personnage laissé à lui-même se retrouve à devoir tout contrôler maladivement pour espérer trouver de la stabilité et de la valorisation, ce qui, à ses yeux, correspond à du bonheur et à de l'amour. Avec un divin regard conscient retrouvé, l'être réalisé, lui, devient à même de pouvoir maîtriser et partager les joies de la création au sein de la matière, tout en s'émerveillant du spectacle de la manifestation auquel il participe avec toutes celles et ceux qui partagent cette même conscience. Et là, plus besoin de chercher du bonheur et de l'amour à l'extérieur, puisqu'ils sont en soi, et qu'à partir de là, ils ont seulement à s'exprimer dans la forme de façon simple et fluide. Pour l'heure, ces deux états, inconscient et conscient, se côtoient sur la Terre. Et toute la question qui se pose à chacun est donc de savoir comment parvenir à passer enfin de l'un à l'autre. À échelle collective, il en va de même, et l'on peut percevoir les courants successifs de l'histoire comme des pistes de recherche qui s'éprouvent sur des durées plus ou moins longues, et ce afin de permettre au collectif de s'orienter in fine, avec connaissance de cause ainsi que toujours plus d'acuité, vers ce qui correspond davantage au chemin de son véritable épanouissement. Ces périodes de recherche, on peut également leur donner le nom de cycles. Des cycles d'abord individuels qui s'inscrivent dans des cycles collectifs, qui s'inscrivent même dans un grand cycle général. L'accélération dans laquelle nous sommes dorénavant inscrits nous pousse précisément à clore un cycle général, ce qui signifie ni plus ni moins que tous les cycles qui s'y trouvent inclus sont amenés eux aussi à être clos sans délai, ce qui explique la précipitation remuante autant à échelle mondiale que dans nos histoires individuelles, parce que quelque chose se cherche plus que jamais dans l'urgence d'être fin prêt au rendez-vous du changement de cycle, et donc au rendez-vous du changement de paradigme qui s'en vient. Tout le long de cette progression ascensionnelle, nous pouvons reconnaître des signaux concrets qui nous indiquent que, dans l'ensemble, les paliers évolutifs collectifs se succèdent envers et contre tout, ce qui est finalement assurément prometteur. Depuis quelques années, par exemple, nous entendons parler de consentement, ce qui visiblement n'était pas une nécessité évidente pour tout le monde jusque-là. Cette nécessité qui s'impose à présent n'est-elle pas justement le fruit d'un cycle qu'elle vient résolument clore ?
Un cycle d'une centaine d'années, celui-là, prenant naissance au début de l'ère de l'industrialisation et qui aura fini, au fil du temps, par réunir le cocktail explosif du consumérisme, de l'individualisme, de la liberté de jouissance sans entrave, de la marchandisation et de l'hypersexualisation. Tous ces ingrédients, lorsque la conscience fait défaut, génèrent inévitablement une base relationnelle absolument catastrophique. Une base empreinte de repères moraux plus que discutables parce que établie en premier lieu par celles et ceux qui peuvent en tirer un profit enivrant, dans un contexte temporel flou et permissif parce que dépourvu de conscience. Incontestablement, le fait est que lorsque la conscience fait défaut, c'est bien souvent une morale absolument subjective qui s'en vient non seulement pallier un manque d'éthique, mais également outrepasser cette dernière. Bien évidemment, dans le seul intérêt de certains esprits débridés, tordus, avides et malhonnêtes. N'est-ce pas le triste spectacle qui se déploie autour de nous, dans une hallucinante inversion des repères, quand le langage même de l'éthique et de la probité est utilisé en guise de paravent pour permettre et justifier les pires agissements? Ce mensonge et cette impunité, c'est cela que l'on appelle le satanisme. Et pour appeler un chat, on devient sataniste à un degré plus ou moins prononcé à partir du moment où l'on fait fi du respect de l'intégrité et de la sacralité du vivant tout entier. Car ce faisant, on s'écarte fatalement de son humanité, de son essence divine, ainsi que du courant évolutif de la vie. Bref, on s'écarte de la véritable et seule légitime vibration d'amour que nous représentons originellement. Pas étonnant dans tout cela qu'un grand coup de frein soit désormais donné pour que l'humain, en passe de devenir une simple marchandise à la disposition d'un marché mortifère de la prédation et de l'impunité du parasitisme, puisse reprendre in extremis sa saine destinée en main. Face à la souffrance intolérable de celles et ceux dont on aura pu disposer et desquels on aura finalement abusé, ce premier ressaisissement, plus que prometteur, et ce grâce à la libération de la parole, marque incontestablement les prémices du retour à la clarté d'une conscience qui commence enfin à se réapproprier le respect d'elle-même. Et puisque la majorité s'identifie encore principalement à la forme par le biais du corps physique, il est bien évidemment logique que le point de départ de ce chemin de réalisation se situe en tout premier lieu à ce niveau-là, tout simplement parce que, lors de notre projection au sein de la matière, la forme manifestée est la première des choses qu'il nous est donné d'appréhender, et par laquelle nous pouvons donc concrètement prendre conscience, dans l'expérience pratique, par le constat de l'harmonie ou de la disharmonie. Ainsi, si la notion de consentement est mise à présent sur le devant de la scène, c'est bien parce que la conscience générale en est venue à exprimer le respect de son intégrité, d'abord physique donc, c'est-à-dire sous sa forme la plus tangible et la plus concrètement vulnérable. Mais soyons certains que ce courant d'émancipation ne s'en tiendra pas là, et que la question du consentement sera tôt ou tard nécessairement élargie. Car en effet, ce besoin essentiel de respect et de préservation de l'intégrité physique préfigure un cheminement inévitable qui devra, en fin de compte, concerner toutes les formes d'intégrité, physique, émotionnelle, psychique, énergétique, parce que l'humanité s'apercevra progressivement, et une grande partie est déjà en train de le faire, que toutes les facettes de l'être incarné sont consubstantielles, indissociables, absolument sacrées, et donc toutes dignes du plus grand des respects. Mais pour que ce respect puisse être effectif dans tout le théâtre extérieur, il est fondamental de réhabiliter en premier lieu le respect de soi-même, au sein même de son propre théâtre intérieur, originel et sacré. Celui du joueur conscient, qui se projette depuis une dimension d'unité inaltérable et inaltérée. À bien observer le contexte actuel désolant, grossi à la loupe par le développement spectaculaire des médias et des réseaux sociaux notamment,
On peut donc en venir à saisir l'évidence de ce qui se cherche dans le fond. Ce qui est le dénominateur commun de toutes les mises en scène révoltantes mises en lumière, c'est bel et bien la recherche de la réinstauration du respect de l'intégrité sacrée de l'être humain. Parce que c'est finalement cette entièreté qui est profondément mise à mal. Et toutes ces mises en scène décidément infernales, passablement dysfonctionnelles, toutes issues de la projection créatrice depuis seulement cette si problématique dimension astrale altérée, participent à leur façon du mouvement évolutif de l'humanité, parce qu'elles ne cessent d'appeler toujours plus intensément la conscience à se réveiller et à se ressaisir, pour nous inciter à redevenir des créateurs enfin conscients, et donc des co-créateurs responsables, fédérés autour d'un même élan évolutif réellement viable, parce que authentiquement vrai et sain. Et puis, il sera bon également, puisque l'on parle de consentement, d'être particulièrement au clair avec ce à quoi le système voudrait nous voir consentir, mais cette fois pour lui-même et dans son seul intérêt. Car en aucune manière nous n'avons à renoncer pour lui seul à notre propre intégrité sacrée. Ainsi, durant cette période charnière que nous traversons, entre ancien et nouveau monde, entre fausse réalité duelle et réalité d'unité, il sera fondamental de faire la distinction entre le jeu de la manifestation dans une liberté absolue d'expression et une forme de jeu bien précise et donc limitée dans laquelle certains opportunistes voudraient entraîner le monde entier. Et parce que cela voudrait nous faire croire que si nous ne voulons pas jouer leur jeu, c'est-à-dire si nous ne consentons pas à suivre les règles du jeu qu'ils imposent, leur bannissement ferait que nous ne pourrions finalement pas prétendre vivre davantage sur la Terre, il sera crucial de toujours se rappeler que la persuasion de la prétendue légitimité de la fausse réalité ne se fonde uniquement que sur le manque de conscience générale. À partir du moment où la conscience comprend que tout n'est que proposition, qu'elle détient en toutes circonstances le libre arbitre absolu, et qu'elle peut prétendre vivre une forme harmonieuse de la manifestation comme elle l'entend, c'est elle qui détient véritablement l'unique légitimité sur la terre, ainsi que la toute-puissance de l'expression juste de sa vérité. Une manifestation qui peut alors, cette fois, être axée sur une organisation collective divinement humaine, inconditionnelle celle-là, c'est-à-dire établie sur la base de l'harmonie, du respect, de la bienveillance, de la patience, de la tolérance, du bien commun et du partage spontané. Ce qui est divinement attendu, ce n'est pas qu'un être ait à consentir à quelque projet que ce soit, un projet que d'autres auraient pour lui, mais bien que tous les êtres redevenus pleinement souverains en viennent à se fédérer et à s'harmoniser autour de la notion commune d'épanouissement. Et cela ne peut être envisagé que lorsque la pleine conscience est retrouvée. Et alors, à partir de là, il n'y a même pas à devoir se battre contre quoi que ce soit ou contre qui que ce soit pour faire valoir et respecter ses droits divins fondamentaux ainsi que sa totale intégrité. Car lorsque l'on est parvenu à retrouver son divin regard, ainsi que l'autodétermination qui le caractérise, c'est cet état d'unité qui intime à lui seul, de toute sa majesté et de toute sa légitimité, le respect absolu. Justement parce qu'il ne participe plus au petit jeu de pouvoir illégitime de la dualité, et qu'il n'y est donc plus assujetti. Et face à cela, l'ancien monde et sa matrice altérée ne peuvent que s'incliner, en abondant dans le sens du total respect que la conscience manifeste radieusement. Et c'est seulement ainsi que le jeu injuste et abusif de l'ancien monde pourra prendre fin. C'est ainsi que le parasitisme et la prédation disparaîtront, noyés dans la clarté et l'amour inconditionnel de la conscience, revenue à elle-même. C'est donc à chacun, dès à présent, d'en appeler urgemment et vigoureusement au retour de sa pleine conscience d'unité, afin de l'instaurer toujours plus en lui et donc également sur la terre, c'est-à-dire de la faire valoir, sans finalement tenir vraiment compte des injonctions et des menaces des grands enfants qui se disent être les mieux qualifiés pour diriger le monde, et qui voudraient nous séquestrer sur leur terrain miné
pour que nous continuions à jouer à leur jeu malsain, selon leurs règles mensongères et humanicides. Le divin regard est un regard qui est conscient que le jeu de la manifestation n'est qu'un jeu de projection, et que par conséquent, ce jeu peut devenir absolument paradisiaque dès lors que l'on passe outre l'altération astrale et que l'on retrouve ses esprits en s'identifiant cette fois pour de bon à son essence véritable qui n'est évidemment et simplement que paix, amour et harmonie. Et cela n'implique pas non plus que cette conscience-là ne puisse pas continuer à jouer au jeu de la manifestation sur la Terre sous prétexte qu'elle serait parvenue à la réalisation d'un état d'unité. Cet état, qui dorénavant ne se raconte plus d'histoires tragiques, engendre seulement une nouvelle forme de jeu, une nouvelle réalité sur la Terre. Une réalité d'autant plus heureuse dans sa redécouverte qu'elle s'envisage cette fois dans une co-création respectueuse, émancipée, parce qu'enfin affranchie des jeux de pouvoir de son immaturité d'antan. Les êtres redevenus pleinement conscients sont à même de pouvoir décider clairement à quel jeu de la manifestation ils entendent jouer ensemble, dans un consentement mutuel éclairé qui va de soi. Et si tel n'est pas le cas, si chacun n'est pas emballé par la même forme d'expérience, où est le problème à partir du moment où les choses sont clairement et simplement signifiées et que chacun respecte la forme différente de l'expérience de l'autre? Plus que jamais, c'est une autre forme d'expérience qui nous tend désormais les bras. Et il serait bien absurde que de la refuser à partir du moment où l'on se rend compte ensemble que cette autre forme de jeu, saine, celle-là, est enfin à notre portée, parce qu'elle nous ressemble de plus en plus dans le fond. En fin de compte, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire le pas, sinon la peur qui occupait jusque-là la place vacante laissée par notre manque de conscience d'hier? Qu'est-ce qui nous en empêcherait, sinon un auto-sabotage et l'auto-interdiction au droit pourtant absolu d'une libre expression de la vie? Pour résumer, puisqu'au vu de la recrudescence des signaux d'indignation qui sont émis dans tous les sens vis-à-vis de toutes les formes de violence et d'abus qui éclatent au grand jour, gardons avant tout à l'esprit que nous nous approchons inévitablement du passage qui finira par déboucher sur le paradigme du nouveau monde d'unité. Comprenons bien également qu'il devient logiquement de plus en plus impossible que l'intégrité ainsi que la sacralité de l'être authentique puissent davantage être bafouées, tout simplement parce que ce genre d'expérience dégradante ne peut exister dans l'harmonie de l'unité. Plutôt donc que de nous lamenter sur l'état apparemment calamiteux de la conscience humaine actuelle, voyons ce grand chambardement comme une sorte de grand final préfigurant, contre toute attente, un grand changement de comportement de l'humanité, lorsque, dans un salutaire ressaisissement général, elle aura enfin choisi de sortir et de se libérer de son errance cauchemardesque. Ce n'est pas que notre époque est marquée par une susceptibilité accrue, c'est que l'expérience du non-amour et de ces jeux de pouvoir finalement profondément inhumains touche irrémédiablement à sa fin dans un grand ras-le-bol général. En conclusion, la participation active de tous est grandement attendue pour permettre de manifester cette grande libération. L'idéal étant de s'y mettre avec vigueur et enthousiasme dans le seul objectif de s'approcher toujours plus d'un état de pleine conscience, plutôt que de s'exciter et de chercher à jouer au justicier et au sauveur pour espérer changer quoi que ce soit. Et donc, pour l'heure, tenons-nous attentifs à la nature des relations que nous entretenons, et gardons de vue que soit on entre dans le jeu d'autrui au risque de s'y perdre soi-même de vue, au risque d'y perdre sa souveraineté et son parfait chemin, soit on priorise sa divine vérité, et de là, on est à même de choisir et de s'engager à créer ensemble et consciemment un jeu inédit dans la joie de pouvoir s'offrir et partager une expérience évolutive indéniablement enrichissante. Souvenons-nous avant tout que, pour l'heure, deux états, conscients et inconscients,
se côtoient encore sur la Terre et que chacun se retrouve désormais face à un aiguillage déterminant. Ce qui compte, c'est de s'engager pleinement dans la direction qui nous correspond pleinement, plutôt que de croire que le choix ne se porte uniquement que sur ce qu'on nous suggère. Si Blanche-Neige, dans toute son innocence inconsciente, a pu un jour croquer dans la si belle pomme qui lui avait été si aimablement offerte, n'a-t-elle pas assurément gagné en expérience et en maturité depuis? À bientôt. Prenez soin de vous.